Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mahamoud, a fait le point avec le chef des établissements de région suite à la commission d'évaluation qui a sillonné durant 2 longues semaines les établissements scolaires de tout le pays. Dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada qui supprime les droits de douane entre les 3 pays. Cela ouvre la voie à la ratification de l'accord commercial conclu en septembre dernier. C'était le titre. Place maintenant au développement de ces journaux. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire du feu Abdelkader Ahmed, le sultan de Tadjoura décédé hier en France où il s'est trouvé en séjour médical. Dans son hommage posthume, le président Guelleh a décrit le défunt notable djiboutien d'un patriote invétéré ayant toujours œuvré en faveur de la paix et de l'unité de son pays et de son peuple. Il restera gravé dans la mémoire des Djiboutiens pour sa grandeur de cœur et de sa proportion inélégable à faire valoir en tout temps la fraternité et la solidarité au sein de notre nation, a déclaré en substance le président Guelleh, qui a prié Dieu Tout-Puissant d'accueillir le défunt responsable coutumier dans son paradis éternel. Né le 25 mai 1937 à Tadjoura, feu Abdelkader Ahmed était un homme affable, accueillant et sympathique. Sans discontinuité, il officiait en qualité de sultan de Tadjoura et de la communauté de Dabnek Ouema depuis 1985. Il eut également une carrière dans la haute administration, patriarche à la tête d'une importante famille. Il laisse derrière lui une veuve, 3 enfants et 4 petits-enfants. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. De fortes pluies se sont abattues dans le sud du pays, notamment dans la région de l'Unité. D'après les informations qui nous parviennent, ces fortes pluies se sont abattues sur Dikilville et ses périphéries dans Mouloud, Sabir et Gourabous. Aucun dégât n'a été déploré pour l'instant. Le préfet de Dikil demande aux conducteurs de camions et véhicules légers de doubler de vigilance et à ne pas s'aventurer dans les lits doués en crue. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahamoud, a présidé ce week-end une réunion de restitution des évaluations de chefs des établissements de région. L'ensemble des chefs des établissements de région et les hauts cadres du MENFOB ont pris part à cette importante réunion qui a été l'aboutissement d'une campagne d'évaluation qui a sillonné durant 2 longues semaines les établissements scolaires de tout le pays. Le ministre de l'Éducation nationale a d'abord souligné l'intérêt de cet exercice qui doit permettre d'assurer une œuvre d'enseignement et apprentissage de qualité, d'où son discours particulièrement offensif sur les évaluations systématiques et périodiques pour veiller à un fonctionnement optimal de tous les établissements scolaires du pays. Les commissions d'évaluation ont pu noter le chef des établissements sur la base des critères fixés dans une grille d'évaluation par l'Observatoire de la qualité afin de faire ressortir les forces et les faiblesses des établissements scolaires. Au total, ce sont plus de 111 établissements scolaires de tout le niveau et ordre d'enseignement dans les régions qui ont été évalués et notés. Globalement, 49 établissements ont donné entière satisfaction avec des notes entre 60 et 80, voire plus sur une échelle de 100. De l'autre côté, 46 établissements se sont retrouvés dans la catégorie plutôt satisfaisante, alors qu'ils étaient 16 établissements à montrer de sévères défaillances. Sur la base des notes sur une échelle de 100 points, la commission des évaluations a pu classer les établissements scolaires selon une fourchette de couleurs allant du vert au rouge, en passant par l'orange. Il est ressorti de cette analyse que la grande majorité des établissements scolaires ont accumulé des notes au-delà de 49, c'est-à-dire de résultats de plus de 85% sur l'ensemble. Ces établissements scolaires se sont retrouvés dans les zones vertes et oranges. Seulement une petite minorité de moins de 15% des établissements notés ont montré des graves défaillances. Ces établissements ont obtenu des notes allant de 0 à 39, soit près de 15% dans la zone rouge, ont été sévèrement rappelés à l'ordre. Les responsables de commissions d'évaluation ont surtout apporté des recommandations sur 3 axes.
L'implication pédagogique d'abord, la rigueur de la gestion administrative, ensuite et enfin l'élaboration d'un projet d'établissement pertinent et réaliste. L'autre volet des évaluations concernait les établissements scolaires de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces établissements scolaires ont été répartis entre les lycées techniques en nombre de 7 et les centres de formation qui sont 3 dans tous les pays. Des critères spécifiques ont été mis en place pour les évaluations de ces établissements comme l'insertion professionnelle des sortants de l'ETFB. Dans un mot de clôture, le ministre a appelé au sens des responsabilités de chacun en s'adressant en particulier aux chefs des établissements scolaires le plus défaillants. Écoutons le propos du ministre. Les chefs de service, les directeurs, les responsables directs des établissements doivent être à l'écoute de ces femmes et de ces hommes qui sont sur le terrain, qui tous les jours vivent quand même des situations difficiles. Gérer un établissement n'est pas chose facile. C'est vraiment, là je suis conscient, et nous sommes tous conscients parce que nous avons tous été sur le terrain auparavant, c'est un travail qui n'est pas facile. Je vous assure, mais c'est tout à votre honneur le fait que vous travaillez pour améliorer les choses et ne pas être là pour être là. Il y a eu 2 semaines où toutes les écoles de la République du Djibouti ont été donc visitées et vues par les membres de cette commission. Maintenant, mon ambition, moi, personnellement, c'est de faire en sorte que de la tête aux pieds, nous formons un bloc. Et c'est ce bloc-là, avec la force qu'il a en lui, qui va vraiment détruire des montagnes. C'est-à-dire vraiment, toutes les difficultés, nous allons les bousculer et les transformer. Mais il faut que nous formions ce bloc-là. Un seul bloc. On se lève comme un seul homme. Nous comptons beaucoup sur vous. Le système compte beaucoup sur vous. Il faut que vous ayez vraiment cette conscience comme quoi vous n'êtes pas tout seul sur le terrain. Même les écoles les plus reculées, nous essayons, avec les moyens dont nous avons, avec tous les efforts que nous faisons, nous essayons d'améliorer les choses. Et Inch'Allah, donc, ne pensez pas que vous êtes tout seul. Vous êtes avec une équipe, les responsables à tous les degrés, quelque part, sont bien sûr conscients du travail que vous faites et sont bien sûr à vos côtés. Le nouveau ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Derrié, a reçu dans son cabinet l'ambassadeur de Cuba accrédité à Djibouti, M. Lazaro Boledo Messa. L'ambassadeur était accompagné de Dr Julia Guerra Lexicurto, responsable du contingent de médecins cubains exerçant dans le pays. Ont assisté à cette rencontre le secrétaire général par intérim, Dr Salah Benoïta Tourab, ainsi que le haut responsable du ministère de la Santé. Le ministre et son hôte ont discuté des axes de l'état de la coopération sanitaire existant entre Djibouti et Cuba. Durant l'entretien, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Derrié, a mis en exergue l'importance que révèle le partenariat djibouto-cubain dans l'amélioration du système national de santé. Il a aussi réaffirmé l'intérêt particulier que le gouvernement djiboutien accorde en renforcement de cette coopération. Ainsi, le ministre de la Santé a suggéré de mettre en place un comité de travail conjoint pour améliorer la convention existante pour permettre au département de la santé de participer à la sélection de médecins spécialistes ainsi que le choix des spécialités qui se fera en fonction du besoin du pays. Par ailleurs, le nouveau ministre de la Santé djiboutien va rencontrer son homologue cubain en marche de l'Assemblée générale de l'OMS qui se tiendra à Genève du 19 au 25 mai 2019. Suite à sa tournée de prise de contact avec les établissements sous sa tutelle, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Ismaël Ibrahim Roblé, a tenu aujourd'hui sa toute première déclaration dans son bureau. Lors de cette déclaration, le ministre a tout d'abord remercié le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, de sa confiance pour exercer pleinement cette mission. Le ministre a également fixé les caps de son ministère et il a promis de lutter contre le travail illicite des étrangers en situation irrégulière en effectuant des visites inopines et des contrôles inopinés. Écoutons les propos du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Ismaël Ibrahim Roblé. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs les partenaires sociaux, chers compatriotes, au terme de ma tournée relative à ma prise de fonction en qualité de ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration dans le nouveau gouvernement, durant laquelle j'ai connu beaucoup d'émotions et surtout d'espoir et d'optimisme, je voudrais prendre la parole pour rendre grâce
à Dieu le Tout-Puissant pour son infinie bonté et sa miséricorde. Je voudrais également saisir cette occasion pour exprimer toute ma gratitude, et ce, avec beaucoup de respect et de considération, à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, pour la confiance ainsi placée en ma modeste personne pour exercer une si haute fonction. Cette confiance m'honore et m'oblige. Elle m'honore car c'est un motif de fierté de servir aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin d'apporter ma modeste contribution à la réalisation du noble objectif qu'il a fixé pour la nation djiboutienne, celle de l'ancrer dans une ère de prospérité et de progrès pour un Djibouti émergent. Les discussions préliminaires que j'ai eues avec les cadres du ministère m'ont permis de m'enquérir de leurs besoins immédiats et de mettre l'accent sur la bonne gouvernance, la gestion axée sur le résultat, la performance, l'informatisation et la transparence. L'emploi et l'insertion de nos jeunes sont donc des défis prenants auxquels nous devons d'apporter des réponses urgentes pour permettre à cette jeunesse d'espérer et de croire en leur pays. La stratégie des migrations nationales et internationales constitue un axe majeur qui devra être exploité. La réforme de l'administration publique, qui constitue une priorité, est également inscrite dans la feuille de route. Lors de ma prise de contact avec les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale, j'ai pu mesurer l'ampleur des efforts engagés par le gouvernement à ce jour pour la sécurité sociale, notamment la généralisation de l'assurance maladie universelle. En matière de régulation du marché, l'inspection générale du travail devra renforcer les actions de suivi et contrôle inopiné pour lutter contre le travail illicite des étrangers en situation irrégulière. De même, l'Institut national d'administration publique, l'INAP, doit être désormais le leader de la formation dans le domaine de l'administration. Le chemin que nous allons emprunter avec vous, partenaires sociaux et parties prenantes, est semé d'embûches. Il faut le dire, mais l'intérêt commun qui guidera nos actions, très certainement, nous galvanisera vers l'atteinte des objectifs assignés. Chacun devra y mettre du sien. Également dans l'actualité nationale, le stade Hassan Gouled a abrité une cérémonie de remise de clés d'un minibus au profit de la Fédération djiboutienne d'athlétisme ainsi qu'à la réception de 2 athlètes médaillés d'or lors de championnats de jeunes, de cross-country et de championnats d'Afrique cadet en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de M. Abdourazak Hassan, médaillé d'or championnat d'Afrique cadet au Côte d'Ivoire, et Idlé Hassan, médaillé d'or du championnat d'Arabe. En pris part à cette cérémonie, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, premier vice-président de l'UNFD, Mme Hasna Ahmed Bilil, le colonel de la garde-côte de Djibouti, Ouaïs Omar Bokoré, le directeur de l'Institut et le directeur des sports et du président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et le colonel de la garde-côte se sont réjouis de résultats remarquables à nos jeunes athlètes, particulièrement le jeune Abdourazak qui en plus la médaille d'or a pulvérisé le temps en réalisant un nouveau record d'Afrique dans sa catégorie avec en temps 48-43. La cérémonie s'est terminée par la remise de clés d'un minibus par la première vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Ahmed Bilil, au profit de la Fédération djiboutienne d'athlétisme. Cette remise s'inscrit dans le cadre du projet Addis Abeba qui a pour objectif de préparer nos athlètes lors des échéances internationales. Enfin, rappelons que ces jeunes athlètes sont issus de l'école sport-études d'Ali Sévier qui constitue la pépinière de l'athlétisme national mise en place par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Dans le cadre des activités caritatives du mois béni de Ramadan, l'ambassade du Koweït à Djibouti a distribué le mercredi et jeudi dernier environ 700 paniers de nourriture aux familles les plus démunies dans la région d'Arta, ainsi de la localité Margazi de la région de Tadjoura.
À cet écart, l'ambassadeur du Koweït à Djibouti, M. Youssouf Hussein Al-Qabdani, s'est rendu dans la ville d'Arta pour superviser la distribution des paniers alimentaires intégrés contenant des sacs de riz, du sucre et de la farine, ainsi que de l'huile de date et autres conserves nécessaires à la famille du Ramadan, offerte par le Diwan al-Zakat koweïtien, le secrétariat général de biens Warf au Koweït, ainsi que l'ambassade du Koweït à Djibouti. Avec ces gestes bienveillants, l'État du Koweït s'accompagne, comme ces dernières années, des efforts du gouvernement dirigés par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, en vue de soulager les souffrances de couches vulnérables de la société. Cette initiative est également une extension du soutien généreux de l'État du Koweït à notre pays afin d'améliorer les conditions de vie de familles pauvres qui ont besoin d'aliments de base pendant le mois béni du Ramadan. La direction de l'élevage et de services vétérinaires en étroite collaboration du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage chargé de ressources halieutiques et avec la FAO dans le cadre de son programme CERF et la coopération chinoise ont mené une mission de prospection de la bruxelloise Animal Zonos à Tadjoura. Cette mission a pour but d'effectuer des prélèvements sanguins chez le ruminant dans les localités suspectées afin de déterminer la prévalence pour mettre en place une stratégie de lutte contre cette zoonose, maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, le trafic de drogue, la police détachement d'Ali Sévillé en étroite collaboration avec la brigade de la douane de la région a saisi une importante quantité de sachets de cannabis suite à des informations reçues par la police relatives à une affaire de drogue à la frontière de Galilée. Une équipe de la police d'Ali Sévillé épaulée par la douane a intercepté 2 individus portant des sacs de cannabis hashish en provenance d'Éthiopie. Par la suite, les suspects ont été arrêtés et emmenés en poste de la police d'Ali Sévillé. Ils ont été déférés au parquet de justice pour des trafics de stupéfiants et défaut de séjour. Le préfet de la région, M. Mohamed Wabari Assoué, a félicité les agents de la douane, la police qui lutte jour et nuit contre toute forme de la contrebande. Page nécrologie. Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de Mohamed Hassan Brik, survenu jeudi dernier dans la capitale saoudienne à Riyad. Le défunt, né en 1951 à Djibouti, a laissé derrière lui une veuve et un enfant de 2 petits-enfants. Nous demandons le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du pays à présent. En nouvelles du monde, pardon. Le bureau de vote des élections législatives anticipées en Australie a ouvert aujourd'hui un scrutin qui s'annonce le plus serré depuis des décennies. Quelques 14 millions d'électeurs sont appelés à renouveler leur parlement à l'occasion de ces élections anticipées voulues par le travailliste du Premier ministre Julia Gillard pour obtenir la confiance des électeurs, mais dont l'issue s'annonce incertaine. Dans un des rares pays où le vote est obligatoire, les électeurs doivent renouveler leurs 150 députés à la Chambre basse et la moitié des 76 sénateurs. Je vous le disais dans les titres, la trêve est décrétée dans la guerre de l'acier et de l'aluminium qui se livrent les États-Unis et le voisin canadien et mexicain depuis 1 an. Washington, qui avait déclenché les hostilités en juin 2018, a annoncé la levée des droits de douane imposés sur l'acier et l'aluminium en provenance de 2 pays, ce qui devrait débloquer le nouvel accord de libre-échange nord-américain. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, s'est félicité de ce dénouement tout en rappelant qu'il n'avait pas cédé aux pressions de l'administration américaine, laquelle entendait limiter les exportations canadiennes en fixant des quotas. Aux États-Unis, la ratification du texte ne s'annonce pourtant pas si simple. La Chambre de représentants aura son mot à dire et les démocrates qui ont la majorité ont déjà fait savoir qu'il y avait des réserves. Quant aux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium en provenance de l'Union européenne et de la Chine notamment, ils restent en vigueur. Les États-Unis visent tout particulièrement les exportations chinoises, accusant Pékin de faire du dumping.
En Colombie, un phare colombien arrêté à sa sortie de prison à la demande des États-Unis. Incarcéré depuis avril 2018 en Colombie, un chef de l'ex-guérilla FARC, Jesus Santrich, a été arrêté à sa sortie des prisons vendredi. Cette décision intervient après un appel en urgence de l'ambassade des États-Unis à Bogota. Un chef de l'ex-guérilla FARC, Jesus Santrich, a été réarrêté hier en Colombie à la porte même de la prison à la suite des pressions des États-Unis qui veulent le juger pour trafic de cocaïne et se sont opposés à sa libération. Jesus Santrich, qui a toujours clamé son innocence et dénonce un complot de Washington ainsi que du parquet colombien, a fait 2 grèves de la faim durant sa détention. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Télé Djibouti.